Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo que je voulais faire déjà depuis un jour ou deux, mais le temps n'est pas extensible, malheureusement. Donc café échec, c'est le retour. Voilà, donc deuxième épisode. Et on va parler surtout, comme vous le voyez à l'écran, du championnat du monde junior. Alors, de toute façon, j'ai que 20 minutes devant moi pour faire cette vidéo, donc ça ne peut pas durer plus de 20 minutes. C'est la mission. Alors, en bref, d'abord, ce qui s'est passé un peu dans l'actualité échiquienne cette dernière semaine, donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le Showdown à Saint-Louis aux États-Unis. Il y avait des beaux matchs qui étaient en cadence KO, principalement en rapide et en blitz. Il y a eu, alors pour dire un peu les résultats des matchs vite fait, il y a eu un superbe match entre Caruana et Grichuk. Et c'était étonnant le résultat parce qu'on aurait pu penser que Grichuk allait prendre le dessus. Cette cadence de rapide et blitz dans laquelle Caruana n'a pas toujours été très à l'aise. Eh bien non, il a gagné à l'arraché. Fabiano Caruana, l'américain, dans le top 10 mondial depuis très longtemps et qui avait fait un magnifique 7 sur 7 en 2014, je pense que c'était à la Sinquefield Cup. On s'en rappelle, il avait gagné ses 7 premières parties du championnat, du tournoi. Puis 3 parties nulles, il avait explosé le plateau. Et à cette occasion, il était monté jusqu'à 2850 Elo, si je me rappelle bien. Quelque chose comme ça. C'était assez fantastique. Ensuite, il y avait un match Nakamura-Topalov. Et Nakamura pardon, a dominé le Bulgare assez facilement, j'ai gagné 61 à 30. Alors les scores que je vous donne, c'est pas le nombre de parties qu'ils ont fait, hein. Par exemple, des fois c'est 3 points pour une victoire, 2 points pour une victoire. Voilà, donc ils ont fait en général une trentaine de parties, c'est des matchs en 30 parties à peu près, si je me rappelle bien, voilà. Après il y avait différents formats, il y avait du 30 minutes KO, du 20 minutes KO, du 10 minutes KO, du 5 minutes KO. KO qui menait d'ailleurs à des Zeit notes parfois assez chaotiques. Ça tombe bien, cadence KO, des Zeit notes chaotiques. Il y a eu un Wesley So Dominguez qui était extrêmement serré. Wesley So était même surpris, il a dit du niveau de Dominguez, il pensait pas qu'il était aussi fort et il a gagné vraiment d'un cheveu d'une seule partie, 47 à 44. Et puis le clou du spectacle, c'était le champion du monde norvégien Magnus Carlsen qui affrontait Ding Liren, le numéro 1 chinois, top 10 mondial, et qui s'est qualifié pour le tournoi des candidats, puisqu'il est allé en finale de la Coupe du Monde au mois de septembre. Donc un des meilleurs joueurs au monde. Eh bien, il n'a pas fait un pli. Il n'était pas très en forme à un moment, au début il était affecté, ça durait 4 jours, il était affecté par le jet lag, Ding Liren. Et quand vous n'êtes pas en forme contre Magnus Carlsen, ça se passe très très mal pour vous. Et donc il a perdu 67 à 25, soit le plus gros score de ces 4 matchs. Domination sans partage de Magnus Carlsen à ses cadences KO, là. Cadence de blitz où il est vraiment ultra puissant, il était motivé et il n'a rien pardonné à son pourtant très talentueux adversaire. Carlsen qui a enchaîné samedi soir dans le tournoi Speed Chess du site chess.com, puisqu'il a joué contre Wesley So, cadence cette fois blitz 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, blitz et boulette. Et il a explosé Wesley So. C'était encore pire, il a gagné 27 à 9, quelque chose comme ça. C'était une véritable... je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas quel mot utiliser. C'était très proche d'une humiliation pour Wesley So. C'était vraiment... il s'est pris 12,5 à 0,5 en boulette, la cadence 1 minute plus 1 seconde par coup. Il touchait pas terre, le pauvre américain, pourtant top 10 mondial. Hein, top 10 mondial qui à un moment même était numéro 2 mondial. Donc voilà, Carlsen qui a mis un peu d'ordre la semaine dernière. Il a explosé Ding Liren, il a explosé Wesley So. Et je pense qu'il a envoyé un petit message à ses concurrents qui le voyaient peut-être un peu faiblir en cette année 2017. Voilà, même si c'était des cadences rapides, petit message quand même du champion du monde Magnus Carlsen. Allez, je suis en train de prendre du retard sur mon timing puisque je voulais aussi vous parler, comme vous voyez à l'écran, du championnat du monde plus de 50 ans et plus de 65 ans, donc senior plus et vétéran. On y va, donc on va enlever ce texte et on va partir sur le classement final immédiatement. Voilà, du championnat du monde des plus de 50 ans et remporté par le très fort grand maître péruvien Granda Zuniga, une légende du jeu d'échecs, 2650 Elo encore, pratiquement un joueur du top 100 mondial. Ça doit être tangent avec cet Elo pour être top 100 mondial, voilà, à peu près dans ces eaux-là, le top 100 mondial. Donc imaginez,
Et puis ben, deuxième, un Philippin, Antonio Rogelio Junior. Alors je connais pas forcément ce joueur, qui pourtant je pense a participé plusieurs fois aux Olympiades avec les Philippines, j'imagine. Voilà, je suppose qu'il était dans l'équipe avec Eugenio Torre dont on va reparler. Et puis nous avons un Français, voilà, Éric Prié, un petit cocorico pour cette troisième place. Il monte sur le podium de ce championnat du monde. Éric, qui est bien connu en France, il a déjà été champion de France. Voilà, très très beau parcours, 8,5 sur 11, très très beau score. Il y avait de la concurrence, hein, vous voyez des grands maîtres derrière, et puis toute une palanquée de maîtres internationaux. Donc un petit coup de chapeau à Éric Prié, troisième du championnat du monde des plus de 50 ans. Ensuite, championnat du monde des plus de 65 ans, dont le spécialiste est bien est français, puisque c'est Anatoly Weiser. Il a déjà gagné 4 fois ce championnat, mais pas cette fois-ci, il a échoué à un demi-point d'une autre légende du jeu d'échecs, Evgeny Sveshnikov, qui a laissé son nom à rien de moins qu'à la sicilienne Sveshnikov, une des grandes siciliennes. Et c'est aussi un spécialiste, par exemple, du système Alapine, la variante Alapine contre la sicilienne. Donc Sveshnikov qui est couronné champion du monde de vétérans avec 8,5. Et il y avait vraiment énormément de joueurs. Donc Jansa, un grand maître tchèque très connu. Okotnik, deuxième français. Donc les Français toujours très en vue dans ce championnat du monde vétéran. Quatrième. Ils se sont affrontés à un moment. Weiser l'a emporté. Voilà, Balachov. Et alors il est là, Eugenio Torre. Il est là, septième, une légende des Olympiades. Puis je crois qu'il a participé à 22 Olympiades. Quelque chose comme ça. Sachant que c'est tous les 2 ans et qu'il faut se qualifier dans son équipe nationale. Donc équipe nationale des Philippines. Eugenio Torre, une légende des échecs. Vasyukov, une autre légende des échecs. Et puis James Tarian qui avait quand même battu Kramnik et d'autres joueurs. Il a fait un parcours magnifique, je crois que c'était au tournoi de l'île de Man. Eh bien, il a souffert dans ce championnat puisqu'il a fini 14e. Ça vous donne aussi un peu quand même une idée du niveau. Komljenovic, qui est quand même, je pense, pour certains plus amateurs d'échecs, également un nom connu. Voilà, et donc on a quand même une belle deuxième place de vice-champion du monde pour Anatoly Weiser, qui a maintenant un très très gros palmarès. Weiser qui avait affronté Karpov au Cap d'Agde dans un défi, il avait perdu 10,5 à 9,5, donc il s'était bien accroché, même si j'avais trouvé dans l'ensemble que Karpov avait quand même bien dominé les parties et le match. Mais voilà, Anatoly Weiser toujours là, et en plus ça fait vraiment plaisir de l'écouter toujours et aussi de le voir jouer, il a un beau style de jeu. Voilà pour ce championnat du monde vétéran et senior plus, je vais y arriver. Et donc pour terminer, mais bien sûr le Grand Prix de Majorque, évidemment l'événement de l'année pratiquement pour les Français à ce stade, puisque Maxime Bachel-Grave utilise là son dernier joker. Alors on va montrer le classement. Tac. Voilà, donc Aronian seul en tête à 3 sur 4. Maxime qui était bien contre Aronian, qui a peut-être pu gagner cette partie, il a fait nul finalement. Il avait débuté avec une victoire contre Gelfand, il a fait 3 nuls ensuite. Et il est là dans le peloton de poursuivants à 2,5. Mais il y a du monde, hein. Il y a du monde, là il y a 6 joueurs à 2,5. Et il affronte Nakamura aujourd'hui, donc partie extrêmement importante. Si Maxime venait à l'emporter, ce serait peut-être un grand pas vers la qualif au candidat, même s'il restera encore 4 rondes derrière. Voilà, il y a beaucoup de forts joueurs qui jouent ce championnat. Le concurrent principal, c'est Radjabov. Et comme il a perdu hier, il se retrouve à 2 points. Donc, peut-être une bonne affaire. Mais rien n'est fait dans ce Grand Prix en Espagne à Majorque. Voilà. Et alors nous, ben, on enchaîne tout de suite avec quand même notre sujet principal. Pardon. Qui est le championnat du monde junior. Voilà, il me reste une dizaine de minutes pour parler de ce championnat du monde junior. Toujours un très beau championnat. Très relevé. Il y a 26 grands maîtres qui participent. Alors, championnat du monde junior, c'est les moins de 20 ans. Et parfois, on a des joueurs plus jeunes qui sont là. Et ils sont pas loin d'ailleurs, les joueurs plus jeunes, car nous avons Awander Liang, le plus jeune grand maître actuellement dans le monde. Il a 14 ans et quelques. Voilà, il est devenu grand maître il n'y a pas très longtemps. Il promettait depuis beaucoup d'années déjà. Et voilà, il a confirmé. Il a 2558 et il s'installe aujourd'hui. Ça a commencé il y a une demi-heure. Table 1 de ce championnat du monde junior contre un Norvégien qui essaye de marcher dans les pas de Magnus Carlsen. C'est Tari, Ariane Tari, qui est en tête pour l'instant, seul en tête avec 5,5 points, vous le voyez. Ensuite, on a bien sûr tout un tas de nationalités différentes, comme vous le voyez sur l'écran, plein de pays représentés. Les Russes étaient pas mal du tout, ils avaient les 2 seuls joueurs, je crois, à 4 sur 4 ou quelque chose comme ça. Alexenko
était seul en tête et il a perdu hier peut-être contre Tari. Et on trouve qui ici? Table de Pragnananda. Alors pas facile à prononcer, mais vous allez devoir, je pense, vous habituer à prononcer son nom. C'est un très très jeune indien puisqu'il a seulement 12 ans. Alors est-ce que je peux vous montrer sa fiche? Voilà, sa fiche. Donc Pragnananda, il a 12 ans, il est 2509. Et bien il a un objectif assez clair, c'est de devenir grand maître dans les mois qui viennent, puisque s'il arrive à devenir grand maître avant le mois de mars, eh bien il battra le très ancien record de précocité du plus jeune grand maître détenu par Sergei Karyakin, qui était devenu grand maître à 12 ans et 8 mois. Et c'était en 2002, imaginez, c'était il y a 15 ans, il a établi un record si difficile à battre que c'est toujours en vigueur 15 ans plus tard. Alors qu'on sait que les joueurs sont de plus en plus précoces. Donc imaginez Karyakin, l'exploit qu'il avait fait de devenir grand maître à 12 ans et 8 mois. Et peut-être enfin on va avoir ce record qui va tomber avec Pragnananda qui a deux solutions pour devenir grand maître. Soit il faut qu'il fasse ses 3 normes. Bizarrement il n'a pas encore de normes, ce qui est quand même assez incroyable. Parce qu'il a déjà les 2500 et il fait des tournois tout le temps en fait, pratiquement. Mais je crois qu'il n'a pas de normes, peut-être une seule que j'aurais laissé passer, que j'aurais pas vu. Mais je crois qu'il en a pas encore, il faut qu'il en fasse 3. Alors soit il fait ses 3 normes dans 3 tournois avant le mois de mars et il deviendra le plus jeune grand maître de l'histoire des échecs, ou bien plus simple entre guillemets, plus rapide en tout cas, et pour le record ça serait il abaisserait le record de 4 mois, de plus de 4 mois, c'est s'il gagne ce championnat du monde junior. Alors la route est longue parce qu'il reste encore 5 rondes, c'est en 11 rondes, donc il reste 7, 8, 9, 10, 11. S'il gagne, il obtient automatiquement le titre de grand maître. Voilà, c'est une règle de la FIDE. Quand on devient champion du monde junior, il y a tout un tas d'autres règles. Par exemple, si on gagne le championnat d'Europe, adulte, des choses comme ça, on obtient le titre de grand maître. Bon, évidemment, c'est très dur à faire et en général, le champion est déjà grand maître 9 fois sur 10, voilà, même plus que 9 fois sur 10. Bon, on a tout un tas d'autres joueurs et on a Bilal Belhassen, le français qui, lui, pour le coup, est grand maître. Vous voyez encore Amy dans la colonne parce que c'est pas encore officiel par la FIDE, mais il a fait ses 3 normes. Il a fait ses dernières normes, je crois, à la Mitropa Cup en septembre. Et donc, Bilal est le dernier grand maître français en date. Et il est très très bien placé dans ce championnat du monde, vous voyez, puisqu'il a 4,5, seulement à 1 point du seul leader Ariane Tari. Donc Bilal est en bonne position. Il a un gros match aujourd'hui, voilà, plusieurs gros matchs aujourd'hui. J'ai parlé de Maxime Bachet-Lagrave contre Nakamura pour peut-être une qualif pour les candidats. Et puis là, on a Bilal qui joue contre la tête de série numéro 2 de ce championnat, russe Oparin, qui est connu depuis pas mal d'années. Et donc un gros match, pas facile du tout. Il a les blancs, pourquoi pas. Allez Bilal, on est avec toi. Si Bilal gagne cette partie, il sera très très bien placé à 4 rondes de la fin. Bon, 4 rondes bien sûr c'est encore long. Pardon, la route est encore semée d'embûches. Bon, il y a tout un tas d'autres joueurs de ce championnat, on va pas tous les présenter. Il y a Aravind Chithambaram qui est aussi très jeune, il a peut-être 15 ou 16 ans, c'est un jeune indien. Là, on peut cliquer pour voir son année de naissance par exemple. Donc là on est sur le site Chess Results. Donc il est né en 99, ok il a quand même 18 ans. Maintenant, Aravind, qui c'est qu'on a Daniel Youfa qui a gagné le tournoi jeune, entre guillemets, mais le trophée Karpov, je crois qu'il l'appelait comme ça, trophée Karpov au Cap d'Agde. Sinon on retrouve des Italiens, ça se joue en italien, championnat du monde junior. On trouve notamment Moroni, Basso, qui sont des très forts jeunes Italiens. On trouve Johan Salomon, voilà, la nouvelle génération norvégienne est là. On a parlé de Tariq qui est en tête, il y a Salomon, il y a Christiansen, voilà, qui sont tous les deux des jeunes joueurs, bientôt 2500. Pardon. La tête de série numéro 1, c'est le néerlandais Van Forest, qui est un peu connu en France parce qu'il a joué notamment pour l'équipe de Clichy au top 12 cette année, la saison dernière. Il avait réalisé notamment une performance incroyable, il avait battu Najdic entre autres, il avait fait un très très gros tournoi. Et là, il est en difficulté, il avait 2,5 sur 5 seulement, il a gagné hier, bon il revient légèrement, mais vous voyez, il joue table 18. Et puis on a pas mal de joueurs chinois aussi, vous voyez Lidi ici, qui est je crois assez jeune. Donchenko qui est très très expérimenté junior allemand et qui est en difficulté ici avec
3,5. Tournoi est très relevé. Il y a le frère de Jordan, il y a Lucas Van Forest qui est plus jeune. Et il y a Dorian Mikotis, un autre français. Il fait un très très gros tournoi pour l'instant. Il est en route pour la norme de maître, probablement. Qu'est-ce qu'il met? Alors, ok, il a pas très bien débuté, mais il a battu 2 joueurs titrés depuis. Donc, bon, faut encore confirmer pour la norme de maître. Dorian qui est bien placé, là, qui est reparti sur une bonne dynamique. Et puis, on a aussi Alexis Taé, voilà, champion de France junior en titre. Qui est là à 2,5. Il a battu un 2500, elle a fait nul contre un 2400. Vous voyez, c'est très dur ce championnat. Et là, faut qu'il gagne aujourd'hui pour pouvoir jouer pour la norme de maître. Voilà, ce serait une très très bonne opération si venait à l'emporter. Il sera en course à quelques rondes de la fin. Et puis on a aussi Guillaume Lamar, pardon, qui est là avec 2 points. Tournoi plus difficile, Guillaume qui joue beaucoup moins. Il est pris par ses études. Voilà, il joue un candidat maître sud-africain aujourd'hui. Et puis bon, il y a aussi les filles, un mot très court sur les filles pour pas déborder le timing, mais je vais essayer de les citer. Et donc on a une star quand même chez les filles, hein, c'est Abdou Malik Zanzaya, joueuse du Kazakhstan, qui est seule en tête avec 5,5, 2428 tête de série numéro 1. Puis on a voilà, américaine Jennifer Liu, qu'on a déjà vu dans le championnat des États-Unis féminin. Des indiennes, Veisheli, waouh, Akanksha, difficile à prononcer, et je connais pas cette joueuse. Tout un tas de joueuses talentueuses, voilà, qui sont là. Il n'y a pas Sadu Kasova, est-ce qu'elle est déjà passée adulte? Chose qui est entraînée par Vlad Katchev, je crois, je ne la vois pas. Peut-être qu'elle ne participe pas. Bon, on a Honorine Auvray, voilà, une joueuse française qui a 3 points, elle est plutôt bien placée, elle a fait des perfs, hein. Elle a fait des nuls contre 2300, 2200, 2191, voilà, elle est plutôt bien placée. Ici, table 24 avec la moitié des points, et on a une autre joueuse française qui est Solène Vernet avec 2 points, voilà. Je joue contre une anglaise aujourd'hui. Voilà pour ce championnat du monde junior, dont je souhaitais vous parler, c'est un très beau championnat. Vous avez vu qu'il se passe plein de choses en ce moment niveau de l'actualité échiquéenne. Bien sûr, on souhaite bonne chance à Maxime Vacher-Lagrave pour le Grand Prix. On espère que ça va bien se passer pour lui pour la qualif. Pour les candidats, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire au-dessous de la vidéo. Utilisez les liens qui sont dans la description. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis, pensez à la masterclass qui aura lieu la semaine prochaine sur le thème de l'avantage d'espace. Donc vous avez le lien aussi dans la description si vous voulez vous inscrire pour cette masterclass. Par la même occasion, ça vous permet de contribuer à la chaîne. Voilà, c'est une petite masterclass à 8 €. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!